Bonsoir à tous. Alors, on va commencer. Avant de commencer, est-ce que tout le monde voit mon écran et est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, vraiment priant que la SCG ne coupe pas, pas le courant aujourd'hui. Mercredi, c'était très compliqué. Très bien. Donc, on va commencer. Notre cours d'aujourd'hui, il est consacré à une introduction à l'IA, donc à l'intelligence artificielle. Donc, lors du cours précédent, on avait parlé de l'intégration de l'IA dans les recherches. On avait aussi parlé du fact-checking, de la vérification d'informations, et des moteurs de recherche. On avait déjà parlé des navigateurs plutôt dans les précédentes sessions. On avait surtout le cours précédent, on a surtout parlé des moteurs de recherche. Donc, vraiment, ici, on va parler vraiment on fait une introduction à l'IA. On va parler de son fonctionnement de manière assez simple, des différents types d'IA, comment les utiliser, dans quel contexte les utiliser, et on va parler de tout ce qui est éthique. Donc, l'objectif de ce cours, donc, c'est de comprendre le fonctionnement de base d'une IA, les types d'IA, comprendre les biais et les problèmes liés aux IA, bien structurer un prompt, on verra ce qu'est un prompt, et comprendre l'interface d'une IA type ChatGPT. Très bien, donc on va commencer. Donc déjà, c'est quoi une IA, donc une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un vaste domaine des sciences informatiques qui a pour but de créer des machines ou des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, autrement dit, l'IA, c'est quand un ordinateur ne se contente pas d'exécuter des ordres. Aujourd'hui, quand on utilise un logiciel, ou même à l'époque, on utilise le logiciel, on peut croire que l'ordinateur il va simuler de l'intelligence, mais non, il effectue juste une suite de tâches pour lesquelles il a été programmé. Il a un but, c'est toutes les tâches et fonctions qu'il a, c'est ce qu'il va utiliser. Donc c'est pas réellement de l'intelligence. Mais aujourd'hui avec l'IA, ce n'est pas non plus réellement de l'intelligence comme on l'entend pour un humain, mais ça simule énormément ce procédé. Donc autrement dit, l'IA, c'est quand un ordinateur ne se contente pas d'exécuter des ordres, mais analyse, apprend et s'adapte à partir des données qu'il reçoit. Donc, une analogie facile qu'on peut faire, c'est un programme classique, il fait ce qu'on lui dit, un logiciel, une application standard, sans IA, et une IA, elle apprend à deviner ce qu'il faut faire à partir de ce qu'elle observe. Donc, elle peut avoir un contexte, elle peut comprendre l'intention derrière une action, qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat. Elle est capable d'à peu près interpréter tout ça et le comprendre. Donc, comment ça fonctionne concrètement une IA? Donc, imaginez que vous apprenez à un enfant à reconnaître un chat. Donc, vous lui montrez beaucoup de photos en disant ceci est un chat, ceci n'est pas un chat. Donc, au bout d'un moment, il va finir par comprendre ce qu'est un chat. Donc, son cerveau peut identifier petit à petit les motifs. Donc, il va savoir que bon, un chat, c'est poilu, un chat, ça a les oreilles pointues, un chat, ça a une moustache, un chat, ça a une queue, un chat, ça marche à quatre pattes, un chat, ça miaule, ça miaule. Il va comprendre un peu tous les aspects du chat parce qu'on lui a dit ça, c'est un chat, ça, ce n'est pas un chat. Donc, le jour où tu lui présenteras un chien, il saura que bon, ça, c'est pas, il connaîtra peut-être pas le chien, mais il saura que ce n'est pas un chat. Donc, c'est à peu près le même principe qu'on va utiliser pour faire fonctionner nos IA, les entraîner. Donc, il y a trois étapes. Première, c'est les données, donc la collecte de données. On va fournir à notre IA une quantité massive de données. Donc, ça peut être des photos, des textes, des sons, des documents, des rapports. Ça peut être énormément de choses tant que ça représente une donnée. Donc, tout ce qui peut avoir une information qu'on peut en tirer. Imaginons qu'on veut apprendre à une IA à parler français. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des dictionnaires, on va lui donner des livres de français, on va lui donner des applications pour apprendre le français, on va lui donner énormément de données. On va lui donner des vidéos en français, des films en français, des enregistrements de personnes qui parlent en français. Et à partir de toutes ces données-là, il va pouvoir se constituer une base de données de connaissances. Donc ça, c'est la première phase, la collecte de données. Ensuite, on a l'apprentissage. Donc on a un algorithme qui va analyser les données qu'on lui a données et il va essayer d'en extraire des modèles et des règles. Donc il va essayer de comprendre ces données-là, il va les analyser, donc avec le même comparatif on a pris tout à l'heure de ceci est un chat, ceci n'est pas un chat. Il va comprendre que ça c'est du français, ça ce n'est pas du français, ça c'est comme ça une faute d'orthographe, ça ce n'est pas une faute d'orthographe, ça c'est une règle de grammaire, ça ce n'est pas une règle de grammaire. Donc, à partir de tout ça, il va pouvoir, donc de toutes ces données, il va pouvoir faire un apprentissage et se baser sur son algorithme, donc son réseau de neurones, pour extraire les bonnes réponses et des modèles, des bonnes réponses et fixer ses propres règles pour définir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
On reviendra sur le fait que, justement, vu que l'IA est basée sur une base de données, ça peut causer quelques problèmes. On reviendra dessus. Donc la troisième étape maintenant, c'est la prédiction et l'exécution. Donc une fois que le modèle il a ses données, il s'est entraîné sur ces données, l'IA peut appliquer ses règles à de nouvelles données qu'elle n'a jamais vues pour reconnaître, prédire ou décider. C'est-à-dire qu'on lui a appris le français, mais évidemment la langue va évoluer, il va y avoir des nouveaux mots qui vont arriver. Donc au fur et à mesure que il va s'entraîner et qui va être exécuté, donc il va être utilisé pour des nouveaux textes, des nouvelles phrases. Donc on reste toujours dans le contexte d'apprendre le français. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir identifier que bon là effectivement ce qu'il me dit là c'est du français donc je peux l'ajouter à ma base de données de connaissances. Ce qui fait qu'à ce moment-là il simule réellement de l'intelligence parce qu'il va apprendre en plus des bases qu'on lui a déjà données, il va peaufiner sa propre base de données et ajouter des éléments qu'on ne lui avait pas donnés de base. Est-ce que ça enregistre bien? Oui, ça enregistre bien. Donc, on a différents types d'IA et chacune a son rôle. On ne va pas voir tous les types d'IA ici, mais on va voir trois types principaux. Donc trois types principaux, et ensuite des sous-types dans un de ces principaux types. Donc, on a donc les différents types d'IA. On a les IA qu'on va dire faibles ou spécialisées. Donc, les termes peuvent varier en fonction de la langue, en fonction du cadre. Donc, il y a différents termes pour ça, mais on va rester sur le cadre de IA faible ou spécialisée. Donc, on va dire celle qui existe le plus aujourd'hui. On ne va pas dire la seule qui existe, mais celle qui existe le plus aujourd'hui. Et elle est conçue pour exceller dans une tâche précise. Donc, elle ne peut rien faire en dehors de son domaine. Donc, si on prend le cas de ChatGPT, on peut se dire que bon, ChatGPT, il peut faire des images, il peut faire il peut générer des textes, il peut générer des documents, il peut traiter des informations, mais tout ça, ça fait partie d'un type de domaine bien précis. Et c'est ce type-là qu'il sait faire. Si on sort de ce domaine-là, il ne sait plus il ne sait pas le faire, parce qu'il n'est pas il est spécialisé que dans un domaine précis. Donc, on va prendre des exemples. Donc, son rôle va être d'automatiser, d'optimiser ou d'assister encore. Donc, les IA de reconnaissance vocale, Siri, Alexa, ce qu'on a sur nos téléphones, les IA de recommandation. Donc, quand vous allez sur Netflix, quand il arrive à comprendre quel est le film que vous allez vouloir et que vous allez potentiellement aimer en se basant sur vos films précédents, vos horaires et ainsi de suite, plein d'informations. C'est une IA de recommandation. Donc, c'est un algorithme de recommandation qu'on va grossièrement appeler IA parce que ça s'en rapproche énormément, qui va se mettre en place. Pareil quand on est sur YouTube, pareil quand vous êtes sur Facebook, pour que la prochaine publication puisse potentiellement vous intéresser, il va utiliser un algorithme de recommandation qui peut s'apparenter à de l'IA ou même qui va intégrer de l'IA directement dedans pour peaufiner cette recommandation-là. On a aussi les voitures autonomes, par exemple, on voit dans beaucoup d'autres pays. Il y a de plus en plus de voitures autonomes, les Tesla, les BYD, et ainsi de suite. Donc, le deuxième type qu'on a aussi, c'est les IA générales. Donc ça, c'est encore, on va dire, théorique. C'est une IA qui posséderait une intelligence aussi polyvalente et adaptable que celle d'un être humain. Donc aujourd'hui, on peut se dire ChatGPT est super intelligent. Mais c'est parce qu'il est entraîné sur une base de données qu'on lui a donnée. Si aujourd'hui quelque chose de nouveau arrive dont il n'est pas du tout entraîné, qui n'est pas du tout dans son domaine, ChatGPT ne sera pas du tout plus intelligent qu'un être humain. On peut le voir aujourd'hui avec des cas où tu vas demander à ChatGPT de te donner une réponse sur quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. On va par exemple lui demander de nous réciter, je ne sais pas, un texte de loi de tel pays, mais dans une langue locale d'un autre pays. Si la langue elle est connue et recensée, il peut y arriver. Mais si ce n'est pas le cas, bah, il ne connaîtra pas. Pourtant, d'autres humains peuvent le faire. Donc, et il peut l'apprendre, mais ce sera un peu plus long. Il faut, comme j'ai dit, une base de données, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas encore ces IA-là qui sont du niveau, on va dire, pas encore des super intelligences, mais qui sont d'un certain niveau d'intelligence. Pour l'instant, l'IA n'a pas atteint ce niveau, mais elle s'en rapproche énormément. Donc, elle est capable de comprendre, d'apprendre et d'appliquer ses connaissances sur n'importe quel domaine. Donc son rôle ici, ça va être de remplacer l'intelligence humaine dans toute sa diversité. Enfin, le terme remplacer est peut-être un peu fort, mais ce n'est pas dans le but de littéralement remplacer les êtres humains, mais de faciliter certaines tâches, où on n'aura plus à le faire nous-mêmes, qui arrive même déjà un peu avec certaines IA. Donc, on va continuer sur le dernier type, donc les super intelligences. Ça, c'est l'objectif que toutes les compagnies qui font dans l'IA essaient d'atteindre. C'est un niveau encore spéculatif, c'est une intelligence qui surpasserait l'humanité dans tous les domaines. Donc, la créativité, la sagesse, les compétences sociales, dans tout. Aujourd'hui, l'IA, comment dire, très intelligente aussi, quand même. Elle arrive à s'en sortir en termes de créativité, mais même si on peut toujours remarquer dans certains cas que c'est de l'IA, surtout si la question est mal posée. En termes de compétences sociales aussi, l'IA s'en sort bien en se basant sur
sa base de données qu'elle est là, mais quand on sort de ce domaine-là toujours, elle ne s'en sort pas correctement. Donc ça, c'est un niveau d'intelligence qui est vraiment très spéculatif et encore théorique, où l'IA est, on va dire, c'est quel est le terme que je peux utiliser? En tout cas, elle sait tout. Elle sait littéralement tout, et elle peut tout apprendre. Donc ça, c'est un niveau qui est encore théorique. Donc elle va pouvoir résoudre des problèmes qui sont au-delà de la portée des humains lambda. Tout ce qui va être problème de réchauffement climatique, le voyage dans l'espace, plein d'autres enjeux. Bref, des trucs qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on a encore les êtres humains ont encore du mal aujourd'hui, mais cette super intelligence, elle pourrait résoudre ces problèmes-là. On ne va pas détailler ici encore plus tout ce qui est IA générale et super intelligence, ça ne nous intéressera pas ici. On va rester sur les IA faibles ou spécialisées. C'est ce qu'on utilisera le plus au quotidien. Donc, les IA faibles, je dis faibles entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles, mais c'est le terme qu'on utilise. Donc, au sein de l'IA faible, on trouve des sous-catégories techniques. Donc, on a l'apprentissage automatique, machine learning. L'IA va apprendre à partir des données sans être explicitement programmée pour chaque règle. Donc, on va juste lui donner des données et elle va comprendre elle-même. On lui donne un objectif, mais on ne lui fixe pas de règles précises. On a l'apprentissage profond, une technique de machine learning qui utilise des réseaux de neurones. Donc c'est un peu comme notre cerveau. Notre cerveau il va essayer d'utiliser des réseaux de neurones assez complexes qui vont permettre de prendre des décisions, de faire des liens et ainsi de suite, qui vont peaufiner l'intelligence. Donc c'est le cœur des révolutions récentes. On peut le voir par exemple sur Google Translate. À l'époque, Google Translate, il faisait quoi? Donc Google pour la traduction. Il faisait de la traduction mot par mot. De temps en temps, il utilisait des algorithmes pour comprendre les phrases. Puis grâce à l'IA maintenant, il est beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce qu'il comprend le ton des phrases, il comprend l'intention derrière les phrases, et donc il peut mieux structurer une réponse traduite. Donc ça, c'est un des cas de figure. Donc on a aussi un autre type d'IA qui est encore beaucoup plus utilisé aujourd'hui par beaucoup de gens, c'est le traitement du langage naturel, donc NLP. Donc c'est ce qui permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain, comme sur ChatGPT et tous les autres chatbots, ChatGPT, DeepSeek, Gemini et tous ces autres éléments, tous ces IA avec qui on peut discuter, tous ces chatbots, eux ils utilisent un modèle de traitement de langage naturel, donc NLP. Et enfin, on a la vision par ordinateur. Ouais, quand je dis enfin, il y en a encore pas mal d'autres, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ils ne vont pas nous intéresser plus que ça ici. Donc on a la vision par ordinateur. Ça va permettre aux machines de voir, entre guillemets, et d'interpréter des images. Donc on a par exemple les filtres sur Instagram et Snapchat. Donc ce n'est pas, dans tous les cas, ce n'est pas de l'IA à proprement parler, mais l'algorithme derrière qui permet de comprendre si ça c'est un visage, où est-ce qu'il faut placer ce filtre. Ça se rapproche très fortement de l'IA et ça rentre dans le domaine de la vision par ordinateur, donc le computer vision. Donc c'est quand l'ordinateur va être capable d'interpréter ce qu'on va lui montrer. Vous pouvez le voir avec ChatGPT, vous pouvez lui envoyer une image à ChatGPT, il va essayer de comprendre, euh, il va essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'image. Là, donc, il n'utilise pas le traitement de langage naturel, il va utiliser de la vision par ordinateur. Donc, on aura bien sûr une partie un peu plus pratique où on va tester directement 2-3 IA différentes. Donc là, on reste vraiment sur le théorique d'abord avant de passer sur cette partie-là. N'hésitez pas toujours si vous avez des questions ou si, quand vous voulez qu'on revienne sur un point en particulier. Donc, on va voir ici 3 modèles différents, parmi les plus connus. Donc, ChatGPT déjà, Gemini, donc l'IA de Google, et DeepSeek, dont on a un peu plus entendu parler en début d'année, qui est une IA chinoise. Donc, ChatGPT, quelles sont ses forces principales? Il est très bon en génération de contenu, donc tout ce qui est texte pour l'écriture, pour les développeurs, tout ce qui est code. Il a une interface qui est très simple à comprendre. Quand on arrive sur ChatGPT, on sait tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire, on sait où il faut écrire, on sait comment envoyer un message, ainsi de suite. Et il a une très grande base de données d'utilisateurs. Qu'est-ce qui est pratique dans le fait qu'il ait une très bonne base de données d'utilisateurs? C'est-à-dire que déjà, il va être plus entraîné, parce que plus il y a de gens qui vont l'utiliser, plus il y a des données qui vont être collectées pour l'entraîner encore plus. D'ailleurs, sur la partie de la collecte de données, on reviendra dessus. Donc, plus il va avoir d'utilisateurs, plus il va pouvoir s'entraîner sur des données, plus il va pouvoir s'améliorer. Donc, c'est une très bonne chose qu'il ait une large base d'utilisateurs. Ses faiblesses maintenant. Il peut manquer de données en temps réel. Donc, il n'est pas. ChatGPT se base, sauf si on active le mode recherche web, il se base sur une base de données établie, qui est très souvent mise à jour, mais qui n'est pas en temps réel. C'est-à-dire que si on désactive la recherche web sur ChatGPT et qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé ce matin au Venezuela, il ne pourra pas savoir. Donc il va spéculer sur la situation. Il va se baser sur les données qu'il a déjà. Donc en ce qui concerne les données temps réel, c'est un peu plus compliqué.
Et maintenant, il est soumis aussi à certains biais et il a des coûts. Donc, ChatGPT il se retrouve très vite limité si on veut poser beaucoup de questions et qu'on n'a pas l'abonnement. Donc, il faut forcément prendre un abonnement au bout d'un moment. Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Déjà pour la rédaction, il est très bon là-dedans. Le brainstorming, donc pour, mettre cette idée ensemble, trouver la bonne idée, réfléchir à un projet, ainsi de suite, il est très bon sur ça. Et tutoriel aussi, pour aider à réaliser quelque chose, il est aussi très bon. Et dans l'assistance en général. On reviendra sur d'autres de ces options un peu plus tard. Donc, quand on parle d'assistance en général, il peut vous aider sur la majorité de vos tâches. Il est assez polyvalent sur tout ça. On a ensuite Gemini. Donc Gemini, c'est ce qu'on appelle un modèle multimodal. Pour les termes, il y a certains termes qu'on va utiliser, certains on va les détailler et d'autres je vous inviterai à les chercher directement sur Internet pour qu'on gagne en temps. Donc c'est un modèle multimodal, donc il peut prendre en compte des textes, des images, de l'audio, et il le fait un peu pour ces deux autres éléments-là, donc image et audio, il le fait encore mieux que ChatGPT. Donc il est très bon dans toutes les tâches aussi qui sont intégrées à tout l'écosystème de Google. On le redit quasiment à chaque cours, mais Google, c'est vraiment un ensemble de logiciels différents, de programmes différents, donc, et ils fonctionnent généralement tous entre eux. Donc le fait d'utiliser Gemini, donc l'IA de Google, permet d'avoir très facilement accès à Google Drive, Google Calendar, euh, YouTube, un accès direct à YouTube, un accès direct à Gmail, un accès à plein de choses qui ne sont possibles que parce que c'est Gemini, une IA de Google. Donc pour ce qui est calendar et drive, ChatGPT aussi l'intègre maintenant, mais c'est beaucoup plus poussé avec Gemini. Donc, quelles sont ses faiblesses maintenant? Ou des choses à surveiller. Donc, il nécessite parfois plus d'optimisation dans les prompts. Donc, les prompts, je reviens dessus, les prompts, en fait, c'est la question qu'on va poser à l'IA. Donc, vite fait comme ça, c'est la question qu'on va pouvoir poser. Bonsoir, comment élaborer un prompt pour la réalisation d'un projet? On va revenir, enfin, pas on va revenir, on va voir juste après, quand on aura fini cette partie-là, comment faire un prompt correctement, comment générer un bon prompt et comment poser les bonnes questions à une IA. Donc, comment structurer sa question. Donc, on reviendra dessus, mais c'est une très bonne question. Donc, comme je disais, il a besoin de plus d'optimisation sur les prompts. ChatGPT a une très très bonne compréhension. Donc, on parlait de NLP, donc traitement de langage naturel. Il a une très très bonne compréhension des questions. C'est-à-dire que même si ta question est assez mal formulée, assez vague, soit il va se baser déjà sur les conversations que vous avez eues précédemment, si c'est autorisé, soit il va juste essayer de comprendre un maximum. Et très souvent, il ne comprend pas non plus à 100%, mais il comprend quand même. Donc, il arrive à vous sortir quelque chose d'intéressant. Donc, je reviens encore sur le prompt Ashley. C'est en gros la question qu'on va poser dans le cas de ChatGPT. C'est dans l'espace pour écrire, c'est la question qu'on va lui poser. C'est l'ordre qu'on va lui donner, on va dire. Donc, on détaillera un peu plus ça après. Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Si on veut faire de la recherche visuelle, il est très très bon là-dedans. ChatGPT aussi le permet, mais Gemini, comme on l'a dit, c'est un modèle multimodal qui permet de pousser encore plus loin tout ce qui est image et son. Donc, on va utiliser aussi quand on a des projets multimédia. Comme j'ai dit toujours, il gère très bien les images, les sons, les vidéos. Et si on veut intégrer un outil aussi avec Google ou notre IA à Google Workspace, donc qui est tout l'ensemble des produits de Google, il est parfait pour ça parce qu'on l'a vu dans nos cours précédents, on a toujours le bouton demander à Gemini. Donc c'est un de ses principaux avantages. Et enfin, pour les derniers exemples ici, on va parler de DeepSeek. Donc moins connu que ChatGPT, Gemini, en tout cas chez nous, mais il avait eu un très gros boom en début de cette année. Donc ses forces principales, c'est quoi? Il est open source. On avait parlé du terme open source il y a, je pense, le dernier cours de la semaine dernière. Donc en gros, c'est quand un outil rend public son code et tous les éléments qui constituent son logiciel, par exemple. Ils le rendent public, ce qui fait que nous, on peut le mettre dans notre ordinateur, on peut le mettre dans un serveur, on peut le mettre où on veut. On n'a pas entre guillemets de compte à rendre à quelqu'un. Et le gros avantage, c'est que c'est gratuit dans la majeure partie du temps. Donc, il est open source, donc c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut prendre notre serveur et le mettre dessus pour avoir notre propre, entre guillemets, chat GPT gratuit, sans limite. Et même si on veut payer, les coûts sont très faibles aussi pour DeepSeek. Il est émergent, donc il y a encore pas mal de nouveautés qui arrivent et il a beaucoup de potentiel. Pour calculer la puissance des intelligences artificielles, il y a ce qu'on appelle des benchmarks. C'est des tests sur lesquels c'est un peu comme des examens, que chacun d'entre eux va passer dans différents domaines. Un peu comme si on leur faisait passer le bac. Et il arrive que DeepSeek, donc cette IA en question, la dernière ici, elle arrive très souvent, pour moins cher, à avoir des très bons résultats, voire même de meilleurs résultats que les autres. Donc quelles sont ses faiblesses et les points à surveiller? Donc, sa fiabilité est à surveiller. Donc, la stabilité, la vitesse et les performances qu'il va avoir, c'est encore pas très sûr.
Donc, les données aussi sur lesquelles il est entraîné, parce que chaque IA est entraîné sur des données, ces données peuvent être des modèles publics, c'est-à-dire qu'ils vont les prendre sur Internet, sur des outils spécialisés pour récupérer énormément de données, donc ces bases de données-là. Mais très souvent, ces entreprises, elles vont faire quoi? Vu que les données sont extrêmement précieuses dans le domaine de l'IA, elles vont prendre leurs propres données qu'elles vont matérialiser, trier, modifier pour optimiser au mieux leur intelligence artificielle. Et DeepSeek, sur ce point-là, c'est un peu moins bon que les autres. Et il y a aussi un gros problème. Je pense, si vous allumez la télé aujourd'hui, il y a cette guerre entre, par exemple, les États-Unis et la Chine. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la transparence des réponses qui sont données et sur les possibles biais qu'il peut avoir quand DeepSeek répond à une question. Donc, c'était beaucoup le cas en début d'année où il faisait qu'il y a quelques éléments où on va dire, entre guillemets, il prenait parti. En temps, l'IA est censée être neutre, on reviendra sur ce point-là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux et c'est une IA qui peut être utilisée au même titre que ChatGPT. Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Tout ce qui est expérimentation open source. Donc, si on veut, effectivement, comme je l'ai dit tout plus tôt, il est open source. Si on veut pouvoir mettre une intelligence artificielle directement dans son ordi, sans passer par Internet ou sans passer par un abonnement, ou si on veut le mettre sur notre propre serveur ou à la maison, peu importe, c'est très bien pour ça. Si on a des projets avec un petit budget, ou on a des projets, par exemple, on veut créer notre propre chatbot comme ChatGPT avec nos fonctionnalités, ça va coûter cher de payer pour ChatGPT pour chaque question qui est posée. Lui, il est beaucoup moins cher, voire même souvent gratuit, donc on peut l'utiliser. Donc on a vu ChatGPT, Gemini et DeepSeek. On va voir les interfaces de certains d'entre eux, notamment ChatGPT et Gemini, un peu plus tard. Donc, on a vu les cas pratiques où on peut les utiliser et quels sont leurs problèmes. On va maintenant détailler un peu plus lesquels il faut choisir. Donc, si on a besoin d'un outil prêt à l'usage, donc il est simple à prendre en main, il est fiable pour... Qu'en est-il de Copilot, s'il vous plaît? Copilot, j'ai un exemple un peu plus parlant vers la fin. Donc Copilot, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'IA que Microsoft intègre à ses outils. Donc ça va être Bing, c'est lui qui fait les résumés sur Bing. C'est l'IA aussi qui est intégré comment ça s'appelle, à toute la suite Office. Donc ceci est un très bon outil. Mais là, ici, on parle surtout d'IA pour le traitement de langage naturel. Là où Copilot est beaucoup plus axé sur l'intégration d'une IA dans les outils de Microsoft. Donc tout ce qui est Windows, Office et tout ça. Donc il fait aussi ce que fait ChatGPT, mais beaucoup moins bien. Donc dans ce domaine-là, il est un peu à part. Donc si on a besoin d'un outil prêt à l'usage, fiable, pour générer du texte ou autre chose sans trop s'embêter, et on est sûr qu'il va le faire très vite et avec une interface très simple, on va choisir ChatGPT. Aujourd'hui, je pense que si vous utilisez une IA de votre côté, je pense que 90-95% même d'entre nous vont utiliser ChatGPT. Donc si on travaille déjà sur un projet nécessitant des images, du son, du texte, ou qu'on a besoin d'intégrer pleinement l'écosystème Google, forcément là on va prendre Gemini, qui est vraiment, comme on l'a dit, implémenté dans l'écosystème Google et qui a un très bon, et qui a un modèle qui permet de très bien gérer tout ce qui est image-son. Donc si notre budget il est un peu réduit ou qu'on veut explorer, modifier un modèle, donc DeepSeek, on en parlait, il est open source. Donc le fait qu'il soit open source et qu'on puisse voir son code, ça veut dire que nous-mêmes on peut le modifier. Donc nous-mêmes on peut l'entraîner sur d'autres données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un peut prendre DeepSeek. Bon, bien sûr il y a des conditions d'utilisation à remplir, il faut quand même lire le contrat. Il peut prendre DeepSeek, mettre sa propre base de données où il apprend par exemple, je ne sais pas, il apprend le Punu à son IA, donc il prend sa base de données de livres sur le Punu, de documents, de textes, ainsi de suite, bien sûr. Bon, c'est pas juste tu lui donnes des fichiers comme ça, il y a des méthodes pour le faire correctement. Si on crée cette base de données-là, on peut entraîner un modèle de DeepSeek sur cette base de données-là, et il va être capable de parler la langue qu'on lui aura apprise, par exemple. Donc comment mettre DeepSeek sur son PC? Je vais copier un lien un peu plus tard, donc vers la fin du cours, qui a un petit tuto sur comment intégrer une IA locale, donc des IA open source directement dans son ordinateur. Mais il y a des limites. Une IA, c'est pas pour rien qu'il y en a des gros serveurs qui font tourner les IA derrière. Pour qu'elle puisse répondre correctement, réfléchir correctement et faire de longues réponses ou traiter du texte, des images, et ainsi de suite, il faut beaucoup de puissance. Donc il faut un ordinateur qui est capable de supporter ça. Donc ça va être des ordinateurs professionnels, des serveurs ou des PC de jeu, donc des PC gaming. Donc à ce moment-là, oui, vous pouvez penser à mettre un modèle d'IA directement de votre ordinateur. Après, il y a des modèles qui sont beaucoup plus légers, mais il y a quand même des limitations. Donc finir ce DeepSeek, si le budget est réduit et qu'on veut explorer ou modifier le modèle ou le peaufiner nous-mêmes, ou même être indépendant d'un grand fournisseur, quand on parle de grand fournisseur, c'est OpenAI pour ChatGPT,
Google pour Gemini ou même Microsoft pour Copilot. Donc si on veut être indépendant de tout ça, DeepSeek à ce moment-là, c'est une très bonne option. Alors, laissez-moi une minute. Alors, un EliteBook 7e génération peut le faire. Donc, je suppose que c'est des EliteBook, c'est des HP. Bon, ça va dépendre de deux choses. Déjà, le mieux, c'est d'avoir une carte graphique suffisamment puissante. On avait vu lors des précédents cours comment voir les composants de son ordinateur. Et un très bon processeur aussi, avec suffisamment de mémoire RAM. Si on prend l'exemple de mon ordinateur que j'ai ici, donc je vais partager l'écran en entier. Une minute. Donc, normalement, vous voyez tous mon écran ici. Je vais fermer ici. Je vais venir dans mon explorateur de fichiers. Donc, on se rappelle du raccourci clavier Windows E. Je viens dans ce PC ici. Je mets clic droit, propriété. Et ici, j'aurai les composants qui vont s'afficher de mon ordinateur. Donc, on voit par exemple que moi, ici, c'est un ordinateur que j'utilise quand je veux pour utiliser des IA en local, donc des IA open source sur mon ordinateur. On voit ici la 16 Go de RAM, un processeur i5 de 12e génération et, plus important ici, une carte graphique de 8 Go. Donc, plus vous avez une bonne carte graphique, plus ça fonctionnera correctement. Donc, c'est surtout ce point-là qui est important. Donc, regardez ça de votre côté. Et bon, si vous avez moins de 4 Go de carte graphique, ça va pas, ça risque d'être très problématique. Donc, on revient sur notre cours ici. Donc, on va parler maintenant d'un point qui est très important, c'est les biais dans l'IA. Donc, un biais, c'est quoi? C'est une tendance involontaire d'une IA à favoriser ou défavoriser certains résultats, comportements ou groupes à cause des données sur lesquelles il a été entraîné. Peut-on accéder aux données d'entraînement de ces IA? Si oui, comment? Alors, il y a le site, on s'appelle Hugging Face. Donc, je vous copie le... C'est une très bonne question, ça, par contre. Hugging Face. Donc, je vous copie le lien dans le chat pour ceux qui seront intéressés même après le cours. Donc, c'est un site qui va... Je n'ai pas copié le bon lien, attendez. Donc, c'est un site qui permet déjà de voir les différents modèles qui sont là et qu'on peut utiliser même en open source, de voir aussi ce qu'on appelle les datasets, donc les données sur lesquelles on peut entraîner des modèles, et il y a des documentations pour savoir sur quelles données spécifiquement telle IA est entraînée. Vous ne pouvez pas voir non plus la totalité des données, mais ça vous donne déjà une idée. Donc on revient ici donc sur je parlais des biais dans l'IA. Donc un biais, c'est une tendance involontaire d'une IA à favoriser ou défavoriser certains résultats, comportements, groupes ou à cause des données sur lesquelles elle est entraînée. On parlait plutôt de l'une des phases les plus importantes dans notre fonctionnement de notre IA. Pour la faire fonctionner, il faut d'abord l'entraîner sur des données. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre le cas du fait que beaucoup d'IA s'entraînaient sur des modèles, des données occidentalisées. C'est-à-dire que si on sort de ce contexte occidental-là, pour tout ce qui est en dehors de ça, il le maîtrise beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, déjà, il n'avait pas accès à ces données et il n'a pas été entraîné dessus, ou du moins il n'a pas été suffisamment entraîné dessus. Ce qui fait que c'est des points sur lesquels il va beaucoup peiner. Quand on parlait des langues locales plus tôt, les langues locales gabonaises, il y en a qui peut connaître grâce à des recherches sur Internet, grâce à certaines personnes qui l'ont entraîné dessus, avec des conversations dans ces langues-là avec lui. Mais il est loin, mais vraiment très loin, de maîtriser ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'il était entraîné sur des modèles de données, on va dire, occidentalisés, dans ce cas particulier-là. Après, il y a des pays d'Afrique qui commencent à lancer leurs IA. Et ces IA risquent d'avoir peut-être ces mêmes problèmes-là, ou le fait que on aura des données très orientées Afrique, mais il sera moins bon dans les données à l'international. Donc c'est vraiment un problème de biais qui est lié aux données. Donc on a trois types de biais ici. Donc le biais dans les données. Si les données sont incomplètes, déséquilibrées ou stéréotypées, l'IA va agir en conséquence. On avait eu le cas, donc là c'est un exemple qui est là, donc une IA de recrutement qui a surtout vu des CV d'hommes pour s'entraîner, pourrait considérer qu'un profil masculin est plus compétent. Ça était déjà arrivé avec Microsoft et même avec Google aussi, où pendant un moment ils avaient utilisé un modèle d'IA pour trier leurs CV. Vous vous doutez bien, toutes ces entreprises-là, elles doivent recevoir des milliers de CV par mois ou par jour, donc des centaines de milliers. Donc c'est compliqué qu'une personne ou même une équipe de personnes
consulte tous ces CV-là à chaque fois. C'est assez long. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé un modèle d'IA qui permettait de trier ces CV-là. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que cette IA-là, elle triait quasi systématiquement tous les CV qui étaient liés à des femmes ou à en dehors juste des femmes, des mères de famille. Il enlevait les CV là. Pourquoi? Parce que cette IA là, elle avait été entraînée sur une base de données stéréotypée. Donc le fait que, ça veut dire que durant son entraînement sur ces données-là, on lui a montré par exemple 5 CV d'hommes et 5 CV de femmes. Sauf qu'au moment de lui dire lesquels étaient bons, lesquels n'étaient pas bons, on lui a dit que bon, dans les 5 CV qu'on t'a donné d'hommes là, les 5 sont bons. Mais dans le CV pour les femmes, il n'y a qu'un seul qui était bon. Donc qu'est-ce qu'il en déduit? Bah, que déjà que les hommes sont plus compétents que les femmes. C'est ce que l'IA va en déduire. Donc l'IA est extrêmement influencée sur les données qu'on va lui fournir. Donc là, c'est un premier biais, c'est le biais dans les données. Donc c'est quelque chose de très grave même, je dirais. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que certaines IA sont un peu plus transparentes sur les données qu'elles vont traiter pour éviter justement ces éléments-là. Et c'est aussi pour ça que les IA doivent être réglementées et qu'il y a de plus en plus de commissions à l'international et dans différents pays qui permettent de réglementer et vérifier si une IA euh, est bonne. Donc, c'est-à-dire que le but de l'IA ici, elle doit être transparente et, on va dire, aider la communauté. Quand on parle de la communauté, c'est l'ensemble des utilisateurs. Donc, s'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas une IA recommandable. Donc, ensuite, on a le biais dans le choix des modèles. Donc, les algorithmes sont conçus par des humains. Donc, ils héritent parfois de nos propres préjugés. Ça revient un peu sur tout ce qui est donné. Tu prends un modèle qui est mal entraîné et que tu décides de l'appliquer sur ton travail, par exemple. Le fait que déjà le modèle est mal entraîné, que toi tu aies choisi d'utiliser ce modèle-là, bah, de fil en aiguille, il y aura des préjugés qui vont se mettre en place dans les résultats. Ensuite, on a les biais dans l'usage. Donc, s'il y a utilisé dans un mauvais contexte, on prend un exemple, un chatbot médical. Donc, on parlait plutôt des chatbots, par exemple ChatGPT, Gemini, DeepSeek, qui sont des chatbots, donc des IA de traitement de langage naturel. Mais ici, on va prendre un chatbot médical, donc qui est optimisé pour tout ce qui est question sur la médecine. Donc il y en a beaucoup qui sont orientés sur la médecine. Souvent, ils sont gratuits, mais très souvent, ils appartiennent à des entreprises qui les font payer pour leurs services. Donc, on va utiliser ce chatbot-là pour des questions liées à la vision par ordinateur. Donc, on veut dire que c'est de lui faire comprendre des images. Donc, il y a des IA médicales qui sont optimisées pour comprendre des radios, des scanners, pour détecter des maladies ou des problèmes. Mais dans le cas d'un chatbot médical, lui, son but, c'est de répondre à des questions de traitement de langage naturel. Donc, c'est de parler, on va dire, et d'en déduire certaines choses. Tu envoies cette image-là et tu dis, est-ce que j'ai le Covid, par exemple? Et il n'a pas été entraîné là-dessus. Donc, comment ça s'appelle? C'est pas son usage précis. Il peut te dire oui, en tant que tu as vraiment le Covid. Il peut te dire non, en tant que tu n'as pas le Covid. Donc, c'est assez approximatif. Donc, ça constitue le troisième biais. Donc, on a le biais dans les données, le biais dans le choix du modèle et le biais dans l'usage. Alors, on a une question assez longue. Est-ce que les IA mémorisent les conclusions d'échanges avec des gens pour les soumettre à d'autres personnes? Il m'arrive très souvent de débattre avec mes amis et avec mes IA, pardon, mes IA, de leur présenter mes arguments et mes preuves pour soutenir mes thèses, et j'ai peur qu'elles communiquent les résultats de nos réflexions à d'autres. Alors, dans le cas de ChatGPT, si on va dans toutes les IA, ça va être long. On prend le cas de ChatGPT. Il va effectivement collecter des informations. Donc on peut limiter cette collecte d'informations dans les paramètres, mais il va effectivement collecter des informations. Ces informations déjà vont être stockées temporairement pour toi d'abord. Donc elles vont être stockées dans une sorte de base de données séparée pour toi, pour qu'il puisse réfléchir en fonction de tes différentes questions. Donc il va se baser sur toutes vos conversations précédentes pour te répondre. Donc à ce moment-là, c'est stocké. Mais maintenant, pour l'entraînement des données là, c'est différent. Pour l'entraînement des données, tes données vont être collectées effectivement, mais elles vont être anonymisées et elles vont être ajoutées à une base de données. C'est-à-dire que on sait ce qui a été dit, à peu près, on connaît le sujet de la conversation, mais on ne sait pas qui l'a dit, on ne sait pas dans quel contexte il l'a dit, d'où il vient, et ainsi de suite. Donc, les données sont totalement anonymisées. Et à ce moment-là, maintenant, ils vont trier ces données pour savoir si elles sont pertinentes ou non avant d'entraîner le modèle là-dessus. Mais si comment ça s'appelle? Si tu paramètres ton IA, ChatGPT dans les paramètres, tu peux lui dire par exemple que tu peux lui insuffler, on va dire, tes idéaux. Bien sûr, il aura des limites, mais tu peux lui insuffler certains idéaux et en fonction des questions que tu vas lui poser, il ira toujours dans ton sens parce que tu lui as dit voici comment moi je pense, voici comment je veux que tu penses. Donc effectivement, si tu débats avec différentes IA, tu peux, en fonction de par exemple laquelle tu as le plus utilisé,
Certaines vont mieux te connaître, certaines vont adapter leur réponse à toi, et ce qui fait qu'il y aura des confusions entre les différentes IA. Peut-on conjecturer que les biais de données et que les biais des données est lié à la subjectivité de l'homme? Alors oui, c'est vraiment lié à la subjectivité de l'homme. C'est pour ça que lors de la collecte des données pour l'entraînement des données, ça passe déjà pas par une seule personne, une seule entité. Ces données-là sont triées, vérifiées par différents profils et d'autres algorithmes aussi qui vont se baser pour vérifier si effectivement ces données sont incomplètes, déséquilibrées, stéréotypées, et ainsi de suite. Donc oui, ça peut dépendre de la subjectivité de l'homme, surtout sur les modèles un peu plus petits qui n'ont pas forcément les moyens de trier correctement leurs données. Si je télécharge souvent des textes de loi pour contredire leurs réponses. Très bien. Donc pour les textes de loi que tu donnes, une fois que ça va être anonymisé, il n'y a aucune raison qu'ils le trient dans, qu'il le trie lors de l'entraînement des données. Donc ça veut dire que plus tu lui en donneras, plus eux ils vont s'entraîner dessus. Et lors des prochaines mises à jour de bases de données pour l'entraînement, il prendra en compte ça maintenant. Donc on continue. Si, on- si je réponds à toutes les questions de suite, on ne va pas s'en sortir. Donc je vais répondre aux autres questions juste après. Donc on a des cas concrets des biais qui sont utilisés. Donc le recrutement automatisé, la reconnaissance faciale, le chatbot conversationnel. Donc, pour les recrutements automatisés, on a parlé de l'exemple de Microsoft et Google qui l'avaient fait pendant un moment. Le biais observé, c'était que l'IA va favoriser les hommes ou certaines universités, par exemple. Ils vont par exemple dire que ceux qui viennent de l'UOB, c'est mieux que telle autre université. Donc, il va favoriser ces universités-là, et en particulier les hommes venus de cette université-là. Donc ça, c'est un premier biais. Donc, on a aussi les conséquences. Donc, quelles sont les conséquences? C'est de l'injustice, tout simplement de l'injustice à l'embauche. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Ils ont dû arrêter ce système-là, le temps de le peaufiner un peu plus. Ils ont été soumis aussi à beaucoup de pénalités, d'amendes à payer. Donc, on a le deuxième cas, c'est la reconnaissance faciale. Donc, la reconnaissance faciale, quand on prend le cas de des Android, des iPhones, pour Face ID, pour débloquer son téléphone avec visage, ça va, parce qu'il s'entraîne localement sur ton visage. Mais pour les IA plus générales disponibles en ligne ou sur une base de données en ligne, il a du mal souvent à identifier les peaux les plus foncées. Donc les personnes à la peau noire, il aura du mal par moment à les identifier. Pourquoi? Parce qu'il a majoritairement été entraîné sur des visages à la peau plus claire. Et surtout des hommes toujours. Donc il y a toujours ce biais-là qui est observé. Donc ça conclut quelles sont les conséquences? La discrimination et les erreurs policières. Quand on parle d'erreurs policières ici, c'est dans les pays où l'IA est utilisée, donc les systèmes de reconnaissance faciale et l'IA sont utilisés pour détecter des crimes. Donc on a la prévention des crimes, c'est-à-dire que dans certains pays, on a des caméras qui sont placées dans la ville qui vont faire de la prévention. Ça veut dire que il va estimer que cette personne-là a un comportement bizarre pour prévenir le fait qu'il puisse commettre un crime. Et donc à ce moment-là, la police va intervenir. Donc c'est disponible c'est déjà le cas dans certains pays, mais c'est encore très peu utilisé. Il y a toujours l'être humain qui passe derrière pour vérifier effectivement. Et toujours la discrimination. Donc la discrimination, on revient à la même chose ici que la première conséquence du premier cas. On a le cas des chatbots conversationnels maintenant. Donc, le biais observé, c'est qu'il va proposer des infos orientées politiquement. Donc c'est le cas de DeepSeek pendant un moment. En Chine, par exemple, et même dans beaucoup d'IA chinoises, qui sont pourtant très performantes, hein, on va pas se le cacher. Winnie l'ourson, c'est très mal perçu là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les gens disaient sur Internet que le président de la Chine, Xi Jinping, ressemblait à Winnie l'ourson. Ce qui fait que pendant un très long moment, Winnie l'ourson était banni. On ne pouvait plus en parler sur certaines applications, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc certaines IA qui sont entraînées dans ce contexte-là, quand tu leur demandais de poser des questions sur Winnie l'ourson et le gouvernement, ils refusaient tout simplement de répondre. Donc les infos qu'ils te donnaient, ils étaient orientés et influencés par leur base de données qui était politisée. Donc c'est un cas qu'on peut observer sur certains chatbots. Donc le biais ici, il est idéologique et politique. Donc comment on peut faire pour réduire ces biais-là? Donc déjà, il faut diversifier les jeux de données. Donc là, c'est surtout dans le cas de ceux qui font des modèles et ceux qui entraînent des modèles. Il faut qu'ils diversifient de plus en plus
leur jeu de données pour récupérer à différents endroits du monde et faire en sorte qu'il soit le plus neutre possible. Alors il y a deux choix il y a deux façons d'être neutre. Soit on lui dit, bon, ça t'occupe pas de ça, ça t'occupe pas de ça, parce que tu dois rester neutre, soit on lui dit tu dois connaître les idéaux de chacun. Donc tu connais ce que tout le monde pense, mais toi tu ne prends pas parti. Donc soit tu ne sais pas ce que tout le monde pense, et donc tu ne peux pas prendre parti, soit tu sais de tout ce qui se dit, tu sais ce à quoi tout le monde pense, mais toi tu restes neutre. Donc tu sais dans quelle direction il ne faut pas aller. Donc ça c'est surtout pour les entreprises qui font les jeux de données et ceux qui entraînent leurs IA, ou même les particuliers qui entraînent leurs IA. Deuxième point, c'est donc contrôler les résultats avec des humains. On prend le cas ici de la reconnaissance faciale, dit plutôt pour qui a causé des erreurs policières, ou même le recrutement automatisé qui causait des injustices à l'embauche en défaveur des femmes. Il faut qu'il y ait un contrôle des résultats par les êtres humains. Pour tout ce qui est critique, il doit toujours avoir un contrôle des résultats par les êtres humains. Du moins pour l'instant. Et c'est une question d'éthique même. Tu ne peux pas décider aujourd'hui que, bon, je vais laisser l'IA prendre toutes les décisions, sachant que cette IA-là, elle peut avoir des failles. Donc c'est très grave. L'être humain aussi peut avoir des failles, mais c'est pour ça que cette information-là doit passer par différentes personnes. Donc il doit toujours avoir le contrôle des résultats par des êtres humains. Troisième point maintenant, c'est rendre les modèles transparents et audités. Donc on en parlait plus tôt. Il faut qu'on sache à peu près sur quoi ils sont entraînés. Est-ce que ces données d'entraînement-là, elles sont neutres? Donc il faut que ça soit un maximum transparent. Pareil sur le fonctionnement de l'IA. Au début, les gens voyaient ça vraiment comme une boîte de Pandore, quelque chose on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est juste magique. De plus en plus aujourd'hui, c'est expliqué, et de plus en plus d'entreprises sont obligées d'expliquer pas leur secret lié au fonctionnement de leur IA, mais du moins le fonctionnement général de leur IA. Comment il prend des décisions, sur quoi il a été entraîné, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Donc il doit être transparent et il doit être audité. Donc il y a des audits qui sont faits, il y a des lois qui sont mises en place, il y a des institutions qui sont mises en place pour vérifier qu'effectivement il respecte toutes les règles qui doivent être établies pour qu'une IA puisse être utilisée partout dans le monde. Et le dernier point, c'est maintenant former les utilisateurs à repérer les biais. Donc, ok, eux, ils peuvent diversifier leur jeu de données, ils contrôlent les résultats par des humains, certains résultats, en tout cas pas tous les résultats, mais certains résultats sont vérifiés quand même par des humains, et ils rendent les modèles transparents et leur fonctionnement aussi sont audités. Tout ça, c'est très bien. Mais si l'utilisateur il n'est pas formé à reconnaître ces biais-là, il ne sait même pas qu'il y a un biais qui se joue là actuellement. Il ne sait même pas que là, il y a un problème, que là, l'IA prend parti. Il ne sait pas que là, l'IA, elle est influencée ou là, l'IA, elle va dans le mauvais sens, elle a de mauvaises idées. Donc s'il n'est pas capable de reconnaître ça, il ne peut pas s'en protéger. Donc le dernier point, c'est de se former soi-même à analyser les réponses données par notre IA. On en parlait lors du cours de mercredi, dans le fact-checking, que pour détecter une info qui est fausse dans les médias, articles, vidéos et autres, on peut déjà comparer les sources et on peut aussi analyser le ton qui est fait. Est-ce que ça me fait ressortir des émotions? Donc si par exemple un article m'a rendu énervé à la fin, j'étais très énervé, je vais le relire pour savoir qu'est-ce qui m'a énervé, pourquoi je suis énervé. Donc le même principe avec l'IA pour connaître les biais, on va bien analyser chacune des réponses qu'il nous donne. Les biais, ça peut être, là on a parlé de cas graves dans les biais, mais ça peut être des trucs très simples. Vous parlez avec ChatGPT tous les jours de sujets différents, vous allez remarquer que parfois, vous allez lui poser une question, il va aller dans votre sens, même si c'est faux. Il va pas vous dire directement que, ah non, là tu as faux. Donc ça peut arriver, donc vous allez lui dire quelque chose, il va corriger sa réponse comme s'il avait faux, en tant il avait vrai de base, ou alors tu le mets vraiment dans le mauvais chemin. Donc, c'est-à-dire il était influencé, il y a des biais qui sont en jeu. Donc, si on revient sur comment réduire ces biais-là, les entreprises doivent diversifier leur jeu de données. Il faut que certains résultats soient contrôlés par des êtres humains pour les IA dans les cas plus critiques. Donc, dans le cas de ChatGPT, des chatbots, tout ça là, il y a des audits qui sont faits, il y a des vérifications qui sont faites, mais pas besoin qu'un être humain vienne pour chaque question que tu poses vérifier, sinon ça perd tout son sens. Ensuite, on a rendre les modèles transparents et audités, pareil pour leur fonctionnement. Et le dernier point, c'est former les utilisateurs à repérer les biais. Est-ce possible de prédire le résultat en sortir d'une IA? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question, Stéphane. Donc tu vas prédire le résultat que l'IA va te donner. Si j'ai bien compris ta question.
Alors oui, on prend le cas d'un chatbot. En fonction de déjà, ton chatbot, il est très souvent entraîné d'abord sur tes données, sur les questions que tu as eues avec lui. Tu peux donc en déduire très facilement qu'est-ce qu'il va te répondre. Tu vas pas non plus deviner, euh, donc prédire la structure même de la forme, mais tu peux prédire l'idée derrière la réponse qu'il va te donner. Tu peux vite fait, tu vas savoir s'il il va aller dans ton sens, s'il va te contredire, s'il va parler de tel sujet, en fonction de comment toi tu as entraîné ta conversation, toutes les conversations que tu as eues précédemment. Donc c'est juste un sujet une question de logique et ça concerne pas seulement l'IA. C'est comme quand tu parles avec quelqu'un à qui tu as parlé de beaucoup de choses. Quand tu vas lui parler d'un sujet en particulier, tu l'as entraîné toi-même sur ces sujets-là, donc tu sais qu'il va te répondre certaines choses. Donc c'est juste de la logique. Donc, on va parler maintenant de l'éthique dans l'IA. Ensuite, on parlera on partira sur l'interface de différentes IA. Donc, l'éthique dans l'IA. Donc, l'éthique dans l'IA, c'est l'ensemble des principes moraux et juridiques qui guident la création, l'usage et la régulation des intelligences artificielles. Donc, on a parlé tout à l'heure des biais, qui sont liés aux données, au fonctionnement et à comment les IA sont structurées. Ici, on parle vraiment de l'éthique. Donc, il y a différents principes que l'IA doit respecter, et pas seulement l'IA doit respecter, c'est des principes moraux que nous tous, on connaît. Donc la transparence. L'IA, elle doit expliquer comment elle décide, donc, comment elle prend cette décision-là, comment elle traite cette information-là, et ainsi de suite. Donc, savoir pourquoi une IA a refusé un crédit. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de banques utilisent des IA pour la gestion des crédits. Donc, pas vraiment des IA en tant que tels, mais ils vont utiliser des algorithmes qui fonctionneraient avec de l'IA pour savoir si tu es éligible à un crédit ou non. Il va se baser sur quoi? Bah, sur des données bancaires très simples. Il va voir tes revenus lors des derniers mois. Donc, toutes ces données sur lesquelles la banque y a accès, parce que c'est leurs données, entre guillemets leurs données. Donc, il va savoir que, bon, lui, on va refuser son crédit. Pourquoi? Parce que, bon, ces derniers mois, il a eu que ça de revenus. Il a fait beaucoup de dépenses sur ce point-là. Il n'a pas remboursé ce prêt-là, par exemple, qu'il avait fait précédemment. Il a des dettes ailleurs, il a emprunté à la banque, ainsi de suite déjà. Donc, en fonction de tous ces critères-là, il va définir que bon, cette personne-là, on va lui refuser son crédit. On va pas lui permettre de faire un crédit. On pourrait très bien aussi accepter de faire un crédit si certaines conditions sont remplies. Donc dans ce genre de cas-là, l'IA ou l'entreprise qui va utiliser ce système-là déjà doit le dire explicitement que ces données-là vont être traitées par un modèle d'intelligence artificielle ou un algorithme. C'est pas encore le cas chez toutes les banques, par exemple. Toutes les banques ne le disent pas forcément. Donc il doit dire que c'est le cas et comment ils feront ces décisions. Donc, il doit être transparent sur ce sujet-là. Là, on a pris le cas des banques, mais ça concerne plein d'autres sujets et plein d'autres domaines qu'il faut être critique. On a la responsabilité. Donc, l'IA reste responsable des décisions. Pardon, quand j'ai dit l'IA, c'est pas du tout ça. L'humain reste responsable des décisions. C'est-à-dire que dans les cas les plus graves, qu'on a pris le cas ici des IA pour les interventions policières, ou même des IA dans la médecine, lui, il donne une réponse. Donc, tu as posé une question, tu as donné les informations qu'il faut, il te donne une réponse. Ok, la réponse, elle est là. Maintenant, il faut la vérifier. Il faut qu'un humain la vérifie. Dans un idéal peut-être futur, l'IA pourra prendre toutes ses décisions directement. Mais pour l'instant, du coup, parce que l'IA a encore énormément de failles, et même pour une question d'éthique tout simplement, l'IA donne on va dire, ses prérequis, elle donne la réponse qu'elle a analysée, et ensuite, dans le cadre par exemple, des IA de médecine, c'est le médecin qui va valider le diagnostic de l'IA. Donc, la responsabilité reste, la responsabilité des décisions, elle reste du côté de l'être humain. On a un troisième principe, la justice. Donc, il faut que l'IA ne fasse pas de favoritisme et pas de discrimination. Donc, on a des modèles d'IA qui sont très mal entraînés et qui, justement, posent tous ces problèmes-là et qui se retrouvent très vite bannis dans certains pays. On avait le cas par exemple de DeepSeek, donc l'IA chinoise, qui avait été pendant un petit moment bannie en Corée du Sud et donc certaines parties des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas assez transparent sur le fonctionnement, sur les données sur lesquelles ils ont été entraînés et qu'ils estimaient qu'il y avait du favoritisme ou de la discrimination dans ces réponses. On prend un exemple ici. L'IA ici est inclusive pour tous les profils. Donc il faut que, on reprend le cas ici de la banque par exemple. Elle ne peut pas décider que parce que c'est un homme, lui on va lui accepter le crédit. Et l'autre, c'est parce que c'est une femme, donc on va dire qu'ils ont les mêmes critères, ça veut dire que les deux ont les mêmes sources de revenus,
les deux ont les mêmes, n'ont pas de dette, les deux ont assez d'argent, les deux ont des transactions fréquentes, mais parce que l'un est un homme, il va choisir, il va choisir l'homme et accepter le crédit de l'homme, refuser le crédit de la femme. Là, on parle de sexisme ici, mais ça peut très bien aussi être dû parce que cette personne-là vient de tel pays, parce que cette personne vient de telle minorité, de telle communauté, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de discriminations qui peuvent être faites. Donc, l'IA, c'est un des principes d'éthique de l'IA. L'IA doit être transparente sur ces points-là et ne doit pas créer de discrimination ni de favoritisme, parce que telle personne remplit telle condition ou non. Et enfin, on a la bienfaisance. L'IA, elle doit servir l'intérêt général. Donc, que ce soit les IA de santé, les IA d'accessibilité, les IA liées à l'éducation, les IA de chatbot tout court. Le but ici, c'est de servir l'intérêt général. Donc, on a quatre principes ici. Donc, la transparence, la responsabilité, la justice et la bienfaisance. Donc, il y a beaucoup d'autres principes aussi qui peuvent être ajoutés, mais ça, c'est les gros principaux principes. Donc, on va prendre ici quelques, on va dire, duel d'éthique. On a une voiture autonome qui doit choisir entre sauver le conducteur ou un piéton. Imaginons la voiture se conduit toute seule. Selon vous, elle doit devoir, donc là je vous demande de répondre dans le chat, est-ce qu'elle doit sauver le conducteur qui est à bord de la voiture ou elle doit sauver le piéton pour prendre une décision? Dans les deux cas, quelqu'un doit mourir. Est-ce que la voiture autonome, elle doit sauver le conducteur ou le piéton, selon vous? Donc, je laisse répondre dans le chat. Le conducteur. Olivia, je reviens sur ta question juste après. Donc le conducteur, le piéton, les piétons, les piétons, les piétons. Bon, si j'en prends, sauf les piétons. Oui, mais Newton, on a ici, il doit prendre la décision. C'est-à-dire que la route, elle est toute droite. Soit il est à très haute vitesse, soit il freine brusquement et la personne va se retrouver, le conducteur va se retrouver projeté par exemple par le pare-brise. Soit et donc s'il freine brusquement, le conducteur meurt et comment dire, le piéton vit, soit il ne s'arrête pas, il percute le piéton et il ralentit au fur et à mesure pour sauver le conducteur. Donc il y a des airbags. Ah, il y a les airbags dans toutes les voitures, mais ça n'empêche pas que les gens meurent dans les accidents, non. Il ne peut pas faire ce choix, ça dépendra des conditions. Bien sûr, il y a toujours des conditions, mais dans ce cas ici, nous, déjà, l'humain ici, éthiquement, c'est problématique. On ne saura pas forcément quoi répondre. Certains vont dire ici le conducteur, d'autres les piétons. Moi, je dirais par exemple, il faut sauver le piéton parce que bon, lui, il marchait seulement. Si toutes les conditions sont remplies, personne n'était en faute, pourquoi ce serait à l'un de payer pour l'autre? Il y a forcément un système de sécurité afin de garantir la sécurité du conducteur. Oui, dans toutes les voitures. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens meurent toujours des accidents de voiture, non? Le véhicule analysera l'incident et l'entend. Bien sûr, mais même toutes les voitures qui le font aujourd'hui, il y a toujours des accidents. Donc ici, ça c'est un dilemme qu'on a là. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va dire on veut sauver tout le monde. Oui, c'est ce que tout le monde veut. On va dire, certains vont dire on sauve le conducteur. On tombe, bon, le piéton il marchait seulement, il vit sa vie. Pourquoi on va le tuer? Le conducteur aussi, ah bon, il n'a pas fait exprès, là, il y a eu un problème qui est arrivé. Comment on fait? Donc là, ici, on ne peut pas laisser l'IA décider. On va vouloir que ce soit l'humain qui décide. Et même pour l'humain, ça va être compliqué. Donc là, ici, on a un dilemme d'éthique morale. Et c'est sur ce sort de dilemme-là que l'IA doit être le plus transparent. Si l'IA aujourd'hui décide pour les voitures autonomes de sauver le piéton, il y aura une enquête. Elle devra, et la personne, l'entreprise qui est liée à ce modèle de voiture-là, ou c'est l'entreprise qui a fabriqué ce modèle d'IA, va devoir expliquer et être transparent sur pourquoi il a pris cette décision-là, quels sont les éléments qui sont rentrés en jeu. Donc ça parle on parle ici du tout premier principe de transparence. Si on va voir sur le deuxième principe de responsabilité, aujourd'hui, il y a des voitures autonomes. Là, on parle des voitures comme les Tesla, tout ça. On demande à ce que le conducteur soit toujours éveillé. Et s'il s'endort, il y a des méthodes qui sont mises en place pour pouvoir le réveiller directement. Donc à ce moment-là, pour ce genre de cas-là, lui, il peut prendre la responsabilité de prendre la bonne décision et peut-être trouver une autre solution. Ok. On n'a pas de réponse concrète sur ce point-là.
Donc, vous voyez déjà l'un des problèmes que ça peut poser. Ensuite, on a un autre cas, c'est une IA artistique. Est-ce qu'elle peut utiliser sans autorisation les œuvres d'artistes? Je pense que question d'éthique, tout le monde va dire non. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'une IA artistique peut-elle utiliser sans autorisation les œuvres d'artistes? Ça avait fait beaucoup polémique très récemment. Effectivement, non, non, non. Ah, sur ce point-là, quasiment tout le monde est d'accord, sauf ceux qui font les IA. Eux, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais le problème ici, c'est que l'IA va s'inspirer de beaucoup de choses. Tout comme pour les conversations, l'IA elle va s'inspirer de ce qui a été dit, les données sur lesquelles elle a été entraînée. Sauf que voilà, Stéphane a répondu très bien là. Elle a besoin de données d'entraînement sous l'autorisation des auteurs, les droits de la propriété privée. Donc effectivement, elle ne va pas reproduire exactement l'œuvre d'un artiste et la donner directement dans les réponses de l'IA. Il va s'en inspirer. Sauf que très souvent, l'inspiration est très forte. Donc c'est un des dilemmes qui est posé actuellement avec les IA, dans le fait qu'ils ne copient pas directement, mais il est très fortement inspiré. Donc ça cause problème. Et aujourd'hui, il y a quand même ce flou juridique là qui se pose dans certains pays, où on dit que bon, ok, l'IA a copié, enfin elle semble avoir copié, mais vu que l'information était effectivement, les données ont été entraînées grâce à l'entreprise, mais la personne qui a posé la question, c'est l'utilisateur, qui est fautif dans les deux cas. C'est un autre duel d'éthique qu'on a ici. On va prendre un dernier exemple, c'est les enseignants peuvent-ils utiliser ChatGPT pour corriger des copies? Selon vous, est-ce qu'ils peuvent utiliser ChatGPT pour corriger des copies? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, dans quelles conditions? Sinon, pardon, pourquoi? Ça dépend des matières. L'IA doit se baser sur une norme. Exactement. Et c'est Alvin. Et l'IA doit se baser sur une norme. C'est pour ça qu'il y a toutes ces questions d'éthique là, de protection des données et d'analyse liées à l'IA sur sa transparence. Aujourd'hui, malheureusement, bon, il y a déjà beaucoup de lois qui sont sorties sur ça dans différents pays. Il y a différentes normes et organisations qui se chargent, mais c'est encore très peu le cas. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc ça dépend des matières. Oui, il peut. Non. Non, car elle sera sans pitié. Oui, s'il a eu au préalable la correction du devoir. Oui, lorsqu'il a une masse de copies à corriger et dont l'exercice est sous forme de QCM. QCM, c'est OK. Permet de corriger plus rapidement. Oui, dans la mesure où il est déjà dans son amont. Alors, là, vous citez, c'est des très bonnes réponses ces données-là. Vous citez le fait que pour des QCM, ça va, parce que c'est des questions où le choix est clair. Oui, non, ou alors il y a deux choix différents. Donc sur ce genre de point-là, ça c'est très clair, l'IA peut travailler là-dessus. J'ai déjà utilisé l'IA pour composer et corriger mes devoirs, dans le cas où il a conçu le devoir à l'aide de l'IA. Alors sur ce point, je ne suis pas très d'accord, Glenn. Donc si c'est l'IA qui a conçu le devoir, il s'est aidé de l'IA pour concevoir le devoir, alors l'IA peut aussi corriger le devoir. Donc s'il n'a pas conçu le devoir avec l'IA, l'IA ne peut pas avoir les réponses. Bien sûr, on va lui fournir les réponses dans la majorité des cas. Oui, car l'IA a suffisamment de données pour clarifier les réponses collectées dans ChatGPT. Pour l'exercice de dissertation, une question ou question ouverte. Alors, quasiment toutes les réponses sont bonnes. Et là, Stéphane a donné encore un très bon argument. Non pour l'exercice de dissertation ou de question ouverte. Alors là, c'est très intéressant. Effectivement, l'IA peut, sur ce genre de cas-là, l'IA peut donner son avis, mais il ne peut pas noter. Donc ça, c'est une très bonne réponse. Les outils sont mis en place pour venir en aide aux humains. C'est vrai aussi. Mais même s'ils sont là pour venir en aide aux humains, ils doivent être mis dans un cadre. Donc ils doivent être encadrés pour fonctionner correctement et être bénéfiques à tout le monde. On a dit que l'IA peut être biaisé grâce à différents biais, différents problèmes qui peut rencontrer. Donc à ce moment-là, ok, l'IA peut aider à corriger, mais que l'IA corrige directement, il y a encore, euh, il y a encore une trop grosse marge d'erreur. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des cas où il peut très bien le faire, ça arrive. La majorité des cas, il va très bien le faire, mais les fois où il va très mal le faire, ça aura de très grosses répercussions sur ce point-là. Déjà, ensuite, en plus, il faut aussi, si on veut être totalement transparent, quand on prend le cas des banques ici, moi j'ai décidé que mon école, tous mes enseignants, ils vont corriger grâce à l'IA, une IA que j'aurais choisi.
il faut être transparent sur quelle IA a été utilisé auprès des élèves, parents d'élèves, ainsi de suite. Il faut être transparent sur ces points-là. Il faut être transparent sur le fonctionnement. Et il faut être transparent sur un procédé clair qui a été établi sur comment on demande à un IA de faire la correction. Si ça mis en place, elles doivent être réglementées. Il faut vérifier si les réponses ont été générées par IA. Heureusement, aujourd'hui, Hosty, il y a des IA qui permettent de flouter les preuves qui disent que ça a été généré par une IA. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. On trouve un problème, on trouve une solution, il y a un problème, on trouve la solution au problème, et ainsi de suite. C'est assez délicat. Mais on voit ici, donc, on a vu différents dilemmes, différents éléments qui sont liés à l'éthique dans l'IA, et on voit qu'aujourd'hui, certains points sont respectés, mais certains points sont encore trop flous. Ce qui fait que l'IA ne peut pas prendre la main à 100% sur tous les sujets. Dernier point avant de passer sur le cas pratique, c'est le respect des données personnelles. Donc je pense pas qu'on aura le temps de voir tous les autres points. On va aller vite fait sur le respect des données personnelles, et ensuite on verra c'est quoi un prompt, c'est quoi un agent. Donc les données personnelles sont toutes les informations qui permettent d'identifier une personne euh, dans une base de données. Donc ça va être son nom, ça va être son email, ça va être sa voix, son visage, son adresse IP, toute information lui concernant, on va dire. Donc, comment les IA publiques les utilisent? Quand on parle d'IA publique, on va parler de ChatGPT, Gemini, Copilot. Pourquoi je parle de public? Parce que certaines IA sont utilisées dans les câbles uniquement privés et ne sont pas accessibles à n'importe qui. Donc, les IA comme ChatGPT, Gemini, Copilot enregistrent temporairement vos requêtes pour améliorer leur modèle. Effectivement, vos requêtes vont permettre d'entraîner ces données-là. Donc, il y a deux cas. Dans le cas de ChatGPT, par exemple, très souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner un modèle local. Donc, il va se baser sur ta conversation pour entraîner ta propre conversation et ton propre compte sur cette IA-là. Pas tous les comptes de tout le monde sur la base de données générale. Donc, certaines conservent des traces anonymisées. Donc, comme j'ai dit plus tôt, effectivement, il va conserver des données qui va traiter sans être anonymisées, donc avec votre nom, email, adresse IP, ainsi de suite. Mais pour le traitement de masse, il va être obligé de les anonymiser pour éviter déjà tous les problèmes de biais, ensuite tous les problèmes d'éthique, et ensuite le reste les règles de respect de données personnelles, donc tout ce qui est RGPD et ainsi de suite. Donc les entreprises peuvent utiliser ces données pour la personnalisation ou la publicité. Bon, très peu pour la publicité aujourd'hui en ce qui concerne les IA, mais dans d'autres services qui ne sont pas forcément des IA, YouTube et autres, évidemment, ils ont utilisé ces données-là pour orienter les publicités ou pour personnaliser votre expérience. Notamment le cas des algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux et autres. L'un des réseaux sociaux qui a un algorithme de recommandation très fort et très poussé qui collecte énormément de données, on a le cas de TikTok par exemple. Quand vous arrivez sur TikTok, très souvent la première vidéo va vous intéresser. Juste le temps que vous scrollez, il a déjà compris qu'est-ce qui vous intéresse. Il a collecté qui vous êtes, où est-ce que dans quelle situation, quelle est votre situation géographique, quel est votre sexe dans certains cas, quoi d'autre encore? Il va collecter qu'est-ce qui vous intéresse, combien de temps vous avez passé sur cette vidéo-là. Toutes ces données-là, il va les collecter pour peaufiner un algorithme de recommandation, donc une IA de recommandation. Et il va, au moment où vous scrollez, vous proposer une vidéo qui vous plaira aussi forcément. Donc on va séparer ça en différentes régions. Dans le cas de l'Europe pour la protection des données, on a la RGPD, donc Règlement général sur la protection des données. Oui, TikTok se base sur le temps passé à regarder sur le contenu, le type de contenu, la situation géographique, vu qu'il collecte aussi l'âge de la personne, le sexe de la personne, il se base sur plein de choses, donc voilà, les préférences, pour définir qu'est-ce qui va vous plaire, qu'est-ce qui ne va pas vous plaire. C'est pour ça que du jour au lendemain, quand vous commencez à regarder quelque chose qui est totalement en désaccord avec ce que vous avez l'habitude de regarder, il va le comprendre très vite et il va se remettre à jour aussi très vite. Donc dans le cas de l'Europe ici, on a la RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, donc qui garantissent la transparence sur comment sont collectées les données et comment elles sont traitées et surtout qui demande le consentement de la personne. Et qu'aujourd'hui, un système qui est dans ces normes-là, il va te dire, quand tu vas arriver par exemple sur ce site ou cette application, il va te dire que nous on collecte ces données-là pour faire ci, ça, 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 ça. Tu acceptes ou tu refuses? Je refuse. À ce moment-là, si tu refuses, eux aussi peuvent dire que bon, donc tu ne peux pas utiliser notre service parce qu'on a besoin de ces données-là pour faire fonctionner correctement. Ou alors certains vont dire que ok, tu vas pouvoir utiliser, mais tes fonctionnalités vont être très limitées, vu que tu refuses la collecte de données. Aux États-Unis, il y a différentes lois, donc California Consumer Privacy Act, on a le Numeric Act, on ne va pas détailler tous ces points-là. Des fois, après un certain temps, elle oublie les informations données précédemment pour utiliser ses propres données qu'elle a générées.
Ça peut arriver effectivement. S'il détecte que effectivement ces données-là sont datées ou toujours que, bon, en fonction de son algorithme, il va décider que bon, ces données-là sont pas forcément datées, mais elles sont, quel est le terme? On va dire expirées. Donc elles ne correspondent plus forcément aux meilleures données pour faire ta recommandation. Donc ici, donc, pour le cas des États-Unis, donc ça permet un contrôle limité des données. Donc on ne peut pas récupérer les données n'importe comment et effectivement on ne peut pas les stocker n'importe comment, on ne peut pas les traiter n'importe comment non plus. Donc c'est souvent sur tout ce qui est commercial. Donc en Afrique, on va parler plus particulièrement au Gabon, il y a des lois nationales et des institutions qui sont mises en place. On a la NYNF au Gabon, on a le CNPDCP, on a la PDP-PVP, oui, toujours du mal à prononcer. Ils ne, ils ne cherchent pas loin aussi dans leur nom, c'est juste que les abréviations. Donc tous ces services-là et toutes ces institutions-là mettent en place des lois qui vont permettre de réguler la collecte et la conservation des données. Au Gabon, en plus, ça fait pas 15 ans qu'on régule ça. Mais aujourd'hui, c'est régulé et donc il faut y faire attention. Donc toutes les grosses institutions et même les plus petites institutions, tant que tu traites des données qui ne sont pas tes données personnelles ou dans une utilisation à but personnel, tu es obligé soit de déclarer ou du moins de te conformer à ces lois-là. Donc, on parlait plutôt des prompts. C'est quoi un prompt? Donc, un prompt, c'est une instruction donnée à une IA. Donc texte, image, voix, peu importe ce que tu vas lui donner pour produire un résultat. Sur quel site peut-on avoir ces lois? Alors, c'était, je reviens un peu en arrière, donc CNPDCP et APDPVP. Voilà. Beaucoup de mal à prononcer. APV, je pense que j'ai bien écrit. Non. Donc, on a leur page d'accueil ici. Donc, le nom du site, c'est apdpvp.ga. Donc, on apparaît déjà des noms de domaine ici. Donc, ils ont les textes de loi qui sont disponibles ici, textes et lois, les actualités, les libérations. Ils expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent, et ainsi de suite. Donc, je vous copie aussi ce lien-là ici. C'est toujours bien d'être informé sur tous ces éléments-là. Donc, pour le reste, je vous laisse chercher sur Google. Il y a pas mal de sources. Ils sont bien référencés en tout cas. Pour tout ce qui est RGPD et autres pour les lois américaines, si vous partez sur les différents services que vous utilisez d'habitude, soit vous partez dans les paramètres de confidentialité confidentialité et les conditions utilisateurs, vous allez voir tout ce qui est lié au traitement de vos données et toutes les lois qui sont appliquées là-dessus. Donc, je reviens sur un prompt. Donc, un prompt, c'est une instruction donnée à une IA, texte, image, voix, etc., pour produire un résultat. C'est ton langage de communication directement avec l'IA. Plus le prompt il est clair, structuré et contextualisé, plus la réponse elle est précise. On a un exemple simple. Tu dis à ChatGPT, fais-moi un texte sur les chats. Tu ne donnes pas de contexte, tu ne donnes pas d'objectif précis de ce texte, ainsi de suite. Tu donnes trop peu d'informations pour qu'il te donne la réponse que tu souhaites entendre. Il va te donner une réponse, ça c'est sûr. Mais ce ne va pas être la réponse que tu veux entendre. Donc si je lui dis par exemple à la place, rédige un texte humoristique de 150 mots sur un chat détective en français dans le style des romans noirs. Là, à ce moment, tu lui as posé l'objectif, le contexte, comment ça veut dire, pas la cible, et tu l'as défini tout un cadre en fait. Voilà, ça veut dire. Tu as défini tout un cadre pour qu'il puisse répondre correctement. Donc, ça va être quoi la structure typique d'un bon prompt? Déjà, donc le contexte. Dans le cas d'INIA, par exemple, on va prendre ici le cas où on va faire de la pub. On est un marketeur digital, donc on travaille dans le marketing digital, et on veut faire de la publicité sur Facebook. Donc tu donnes un contexte. Tu es un expert en marketing digital. Tu lui donnes maintenant une tâche claire. Crée un plan de campagne Facebook Ads. Donc Facebook Ads, c'est la plateforme pour les publicités sur Facebook. Troisième point, tu donnes des contraintes précises. La cible, c'est qui? C'est les étudiants africains. Quel est le budget? 10 000 francs. Et donc, pendant combien de temps je vais faire cette campagne? Une semaine. Et tu lui dis comment il doit te donner le résultat. Est-ce qu'il doit te donner un tableau Excel? Est-ce qu'il doit te donner juste une phrase? Est-ce qu'il doit te donner une image, ainsi de suite? Tu donnes donc ton contexte, la tâche que tu dois accomplir, les contraintes, tu peux lui donner aussi l'objectif, et comment tu veux qu'il te donne ce résultat-là. Là, à ce moment-là, on a un prompt qui est bien configuré. Bien sûr, il y a encore d'autres éléments qu'on peut ajouter pour peaufiner encore plus. Ce domaine-là, on appelle ça le prompt engineering. Donc, je vous laisserai chercher sur Internet, il y a plein de tutos sur ça. Ça vous montre comment bien formuler sa question pour savoir, pousser l'IA à vous donner la réponse la plus parfaite possible.
Donc, si on prend le cas ici, on a nos différents outils qui sont ouverts ici. Donc, on a ChatGPT, Gemini et un autre dont je ne vais pas parler, mais Qwen. Donc, on a parlé du DeepSeek, mais là, on a un autre modèle ici qui est Qwen. Donc, lui, c'est vrai, je ne l'ai pas présenté, mais il a plein d'avantages, notamment la génération d'images, la génération de vidéos qui sont gratuites. Donc, vous pouvez demander à générer une image ici, générer une vidéo, plein de choses, et il peut le faire gratuitement. Il fait donc à peu près la même chose que ChatGPT, mais il y a des domaines où il est moins bon, qui s'appelle Qwen. Donc, on prend le cas ici de ChatGPT. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'interface, on va aller vite fait dessus. On a donc le logo de ChatGPT ici. On a le menu latéral qui nous permet d'accéder à toutes nos options. Créer un nouveau chat. Donc, le chat, ça va être la conversation. Rechercher des chats, donc rechercher des conversations. La bibliothèque qui va nous permettre d'accéder à toutes les images qu'on a générées ici. Images, visuels, graphiques, diagrammes, peu importe. Tout ce qu'on lui a demandé de générer va s'afficher ici. Et les projets. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ChatGPT, je vous conseille de beaucoup utiliser la fonction projet. Ça vous permet quoi? De séparer vos conversations en fonction du sujet. Par exemple, si je travaille à, je ne sais pas, je travaille à Total, dans la partie informatique de Total par exemple. Je vais écrire ici Total informatique, genre travail Total informatique, et toutes les questions qui vont être liées à ce domaine-là ou à ce sujet-là, je vais les mettre dans mon projet. Donc, il vous donne quelques conseils ici. On va par prendre devoir, créer un projet, en attendant que ça charge. Et là, ici, maintenant, j'ai un projet devoir, et toutes mes questions qui vont être liées à mon devoir, je vais les poser ici. C'est quoi le gros avantage? C'est qu'on va pouvoir le peaufiner, cette conversation-là, en ajoutant des fichiers. Ça peut être des devoirs, donc des PDF, ça peut être des sources sur Internet, ça peut être plein de choses, mais on va pouvoir peaufiner cette conversation-là. C'est vraiment comme si on entraînait notre propre modèle d'intelligence artificielle directement dans une conversation. Donc on a ces options-là. Si on revient ici, si vous êtes en version payante, vous allez pouvoir choisir différents modèles de ChatGPT. De base, vous aurez le modèle 5, donc vous avez toujours le modèle le plus récent. Mais il y a le modèle 5 Pro qui est un peu plus poussé. Il y a le modèle 5 Thinking pardon, qui va vous proposer une réflexion un peu plus approfondie. On peut voir aussi d'anciens modèles ici. Vous serez bien sûr très limité si vous êtes en version gratuite. Si vous payez l'abonnement, vous aurez beaucoup plus d'options. Donc l'option de partage ici, on va s'intéresser à ça. On peut ici partager une conversation avec quelqu'un ou avec un autre utilisateur. On a nos options ici. Donc modifier le projet, dans notre projet donc c'est normal, on peut supprimer le projet ou ajouter des instructions. Donc les instructions c'est quelque chose de très intéressant ici. On va aller dans leur paramètre principal. Donc si on clique ici sur notre profil, on va dans personnalisation, on a pas mal d'options ici là. Et on peut donc mettre ici les instructions personnalisées. Ça va être les instructions qu'on va dire à notre IA, donc à ChatGPT, sur comment il doit se comporter, quel ton et quel style il doit employer à chaque fois qu'on lui pose une question. Donc si je lui dis d'être méchant dans toutes les réponses qu'il me donne, d'être impoli, c'est ce qu'il va faire. Donc si on essaye par exemple ici, bien sûr, dans la limite, il va se fixer une limite, bien sûr, soit toujours sur un ton agressif et méchant. On va enregistrer ça. Donc, je vais lui poser une question. Ici, on va sortir de notre projet de devoir. On va mettre un nouveau chat. On va lui dire est-ce que je suis beau, par exemple. On voit ici que sa réponse, elle est, on va dire, mauvaise. Il va me dire j'en sais rien, je te vois pas, mais si tu as besoin de demander, c'est peut-être pas bon signe. Donc, on voit ici qu'il fait même une blague sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on l'a personnalisé, on lui a demandé d'agir d'une certaine manière. Donc, on a une question ici, c'est dans la personnalisation que l'on circonscrit les recherches de l'IA. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais on va revenir sur l'anglais conversation. Donc on voit ici que on a personnalisé notre IA, donc on va dire entre guillemets entraîné pour aller dans un ton précis. On lui a dit d'être méchant et sauvage avec nous. C'est ce qu'il fait. Si je lui pose la question, peux-tu m'aider sur un devoir? Sur mon devoir de maths.
Là, il va réfléchir. Donc, son but aussi, bien toujours, c'est toujours de nous aider. C'est l'un des principes de l'IA, la bienséance. Donc là, ici, il va réfléchir. Donc, oui, ouais, déjà, le ton. Ouais, je peux t'aider. Il ne dit pas oui, je peux vous aider. Il dit ouais, je peux t'aider. Un ton plus familier. Mais lâche pas des indices en l'air, donne ton énoncé. Balance-le ou les exercices et dis si tu veux la méthode pas à pas, la réponse seulement, tout de suite. Donc, il va me donner une réponse. Il va me dire, il va faire ce que je veux, mais il va respecter toujours la personnalisation que je lui ai donnée. Donc, c'est là, ici, on parlait du fait d'influencer une IA. Dans l'autre cas, ici, ça ne va pas influencer l'IA ChatGPT en global chez tout le monde, mais ça va influencer son comportement dans notre cercle, on va dire. Donc, il me dit ici, si ton exo est patati patata, on va venir à la dernière réponse. Alors, qu'est-ce que tu as à me montrer, fainéant? Donc, déjà, il me dit fainéant. Donc, on voit qu'il a bien pris le rôle qu'on lui a donné. Donc, si on revient dans nos paramètres ici, on va aller dans personnalisation. On peut très bien désactiver cette personnalisation-là qu'on a faite, on peut le supprimer ou la modifier et il va prendre en compte de suite. Toujours dans personnalisation, on peut lui parler un peu plus de nous. Qui on est, comment il doit nous appeler, quelle est notre profession. On peut lui donner quelques infos supplémentaires sur nous. Par exemple, dans le cas où on souffre d'un handicap, par exemple lui dire que je suis malentendant et je vais passer en mode vocal de ChatGPT parce qu'il a un mode vocal aussi. Il va essayer de déjà parler différemment, parler plus lentement. Il va essayer d'utiliser des termes un peu plus simples. Il va essayer en tout cas de se mettre un maximum dans les bonnes conditions pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc on va sortir de cet aspect-là. Je vais supprimer ça pour pas éviter qu'il nous pose encore qu'il nous parle encore de cette manière-là. Donc on peut revenir dans le général ici. Donc là c'est des parties qui sont très communes à un peu tous les systèmes. On peut changer l'apparence, toujours l'apparence. On peut changer la langue. On voit de base ici, il va détecter tout seul. Moi, je laisse toujours en détection automatique. Si jamais je dois lui poser des questions en anglais ou ainsi de suite dans d'autres langues, la langue qu'on va parler, on peut choisir les voix aussi, parce qu'il a son mode vocal. On a les paramètres liés aux notifications qu'il va nous envoyer, toujours la personnalisation. On peut le connecter à d'autres services. Donc ça rentre dans le cas du mode agent. Et on va parler de ça tout de suite. On peut connecter Booking pour les réservations, Canva si on veut faire des designs, Coursera pour les cours, Figma aussi pour les designs. On peut avoir ici accès à tout ce qui est gestion des données. Très intéressant. Donc, on peut laisser en améliorer, si on clique ici, donc améliorer le modèle pour tous. Donc, on voit que c'est activé de base. On va dire ici autoriser l'utilisation de votre contenu pour entraîner nos modèles et améliorer les performances de ChatGPT pour vous et pour tous ceux qui l'utilisent. Donc, on en parlait plus tôt. Il nous demande ici, et c'est activé de base, c'est très important, est-ce qu'il peut utiliser nos données pour aller entraîner son modèle, donc ChatGPT, pour que ces données-là permettent à améliorer l'expérience utilisateur de tout le monde, donc de tout ChatGPT en général. On peut accepter comme refuser. C'est au choix de chacun. On a le mode vocal. Donc, ici, est-ce que quand on passe en mode vocal de ChatGPT, donc en mode conversation, est-ce qu'on peut inclure les enregistrements audio, vidéo qu'on lui fournit dans ce traitement, dans ces modèles d'entraînement-là? Donc, quand on va parler avec lui, est-ce qu'il peut garder notre voix et la conversation? Est-ce qu'il peut la garder pour s'entraîner là-dessus? De base, ce sera désactivé. Les liens partagés ici, c'est les conversations que quelqu'un d'autre aura partagées avec nous. Pas très important ici. On a nos archives de chat ici. Donc, toutes nos conversations, on peut voir lesquelles ont été archivées pour ensuite les sortir de l'archive. On peut demander à archiver toutes nos conversations. C'est-à-dire qu'elles vont quitter de notre interface principale et aller dans les archives qu'on pourra gérer directement ici. On peut supprimer tout le chat. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Et ça a changé il n'y a pas longtemps. On supprimait toute notre conversation. Sur notre interface, elle était supprimée, on n'y avait plus jamais accès. Mais dans les serveurs de ChatGPT, ils les gardaient pour s'entraîner là-dessus. Aujourd'hui, à cause de beaucoup de procès qu'ils ont eu, ils ont dû modifier ça. Et maintenant, quand on supprime ces données-là, elles vont rester, si elles restent, c'est temporairement, quelques heures, quelques jours, et ensuite elles sont supprimées définitivement pour tout le monde. Et on peut aussi exporter nos données. Donc ces données, on va les exporter pour les inclure dans un autre outil, dans un autre chatbot, ou même dans un autre système, ou juste parce qu'on veut les traiter. On a l'aspect sécurité ici. Donc on avait parlé de ça dans le cours précédent, l'authentification à double facteur ou à multiple facteur. On peut l'activer ici, on peut voir les appareils qui sont approuvés, on peut déconnecter tous les appareils, changer son mot de passe, ainsi de suite. Si vous avez des enfants qui utilisent ChatGPT, vous pouvez très bien les ajouter dans un compte membre de la famille.
Donc en cliquant ici, en mettant leur adresse mail et le numéro, en précisant si vous êtes le parent ou le tuteur pour avoir un contrôle sur son utilisation de ChatGPT. Donc ChatGPT va être limité dans ce qu'il pourra faire, dans ses options, dans les réponses qu'il pourra donner, et surtout vous aurez un œil là-dessus. Et si on finit donc compte ici, donc c'est tout ce qui est lié à notre abonnement et à notre profil. Donc on peut voir ici si on veut recevoir des commentaires par mail, notre adresse mail, les outils sur lesquels on est connecté, l'abonnement qu'on a ici. Si on veut supprimer le compte, on a toutes ces options-là qui sont disponibles ici. Mais si on revient sur les plus importantes, c'est personnalisation, gestion des données et sécurité. C'est surtout ces aspects-là qui sont les plus importants. Surtout l'aspect personnalisation, on l'a vu, qui permet de vraiment améliorer son expérience. Ici, moi j'ai donné, pour rigoler, je lui ai dit d'être méchant ou de changer le temps avec moi, mais je peux très bien lui dire que bon, dans tes réflexions, pense toujours comme un universitaire par exemple. C'est-à-dire que analyse toujours les questions qu'on te donne et les réponses que tu vas donner, structure-les de telle manière, telle manière, telle manière. Donc ça peut être un outil très puissant pour améliorer notre utilisation, de ChatGPT. Tous ces paramètres demeurent en ligne ou bien il faut avoir un compte au préalable. Alors, il faut avoir un compte au préalable, même un compte gratuit, pas besoin de payer. Vous connectez avec Google ou avec votre adresse mail et vous aurez accès à tous ces paramètres-là. Vous pouvez, je pense qu'on peut poser des questions à ChatGPT sans être connecté, mais on reste très limité dans les options. Donc, on va finir vite fait par, on a parlé des prompts, par un modèle d'IA qui est très important ici et très connu aujourd'hui, c'est les modèles d'IA agents ou agentiques. Donc, c'est un agent, c'est une IA qui est dotée de mémoire, d'objectifs et d'autonomie. Donc, c'est vrai, les autres IA ont aussi de la mémoire et on peut leur définir des objectifs, mais ici, le terme qui est important, c'est l'autonomie. Donc, contrairement à un système de prompt standard sur ChatGPT, l'agent, lui, peut analyser un contexte, utiliser des outils externes, il peut avoir accès à un navigateur comme Google Chrome ou autre, des API. Des API, ce sont des systèmes qui permettent de nous connecter à des services différents, et il peut traiter des fichiers aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va permettre grâce à tout ça? Il pourra aussi raisonner sur plusieurs étapes, planifier, vérifier ou corriger. On va prendre des exemples. Un agent IA de recherche, il va pouvoir explorer le web. Ça veut dire que tu vas lui poser une question, il va lui-même ouvrir son propre navigateur, aller sur Internet, comme si c'était vraiment ton agent, ton assistant qui le faisait. Il va explorer le web, il va résumer et il va citer les sources. C'est un modèle d'IA agentique. On a les agents conversationnels. Il va garder l'historique de nos conversations comme ChatGPT. Lui, son but, c'est juste d'être conversationnel. On peut le connecter à différents outils, donc c'est effectivement un agent IA. On a les agents de données. Eux, ils vont être chargés de lire des données, donc de prendre des sources de données ailleurs et en faire des analyses automatiquement sans qu'on ait besoin de lui demander. On lui a fixé des règles, mais il est autonome. C'est un terme qu'on a précisé plus haut. L'agent, l'avantage de tous, contrairement au système normaux d'IA, il est autonome. Donc si on prend le cas de ChatGPT, très souvent ça va être disponible dans la version payante, mais si on clique sur plus ici, plus encore, c'est même pas disponible dans la version gratuite. Mais si vous avez la version payante, vous allez avoir un menu différent qui va s'ajouter, c'est le mode agent. Donc si vous lui dites, bon, réserve-moi un billet d'avion pour tel pays, telle date, ainsi de suite, il va en mode agent, il va ouvrir le navigateur, il va il va regarder sur les différents sites pour les réservations d'avion. Il va entrer dans le site, il va mettre les dates, il va regarder les réservations, ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, il va te notifier, il va t'envoyer une notification pour te dire que c'est bon, j'ai trouvé le vol. Maintenant, viens valider pour payer. Donc il y a toujours cette étape de validation là par l'humain pour éviter que l'IA fasse n'importe quoi ou prenne des décisions par elle-même qui peuvent être critiques. Au fur et à mesure qu'on avance sur l'évolution de l'IA, cette option-là elle commence à devenir de plus en plus faible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ChatGPT va faire un partenariat avec Visa et Visa, Stripe, Mastercard pour que ce soit automatique les paiements. C'est-à-dire que tu vas dire à ton agent d'aller faire quelque chose, de te commander un café, il va aller sur le site pour te commander un café, par exemple sur Gozem, il va ouvrir, il va aller sur Gozem, il va cliquer sur le café que tu aimes le plus, il va cliquer acheter et il va pouvoir payer lui-même avec les options que tu lui auras données, sans avoir besoin, sans avoir besoin de, comment dire, d'avoir ton avis. Pourquoi? Parce que tu l'auras autorisé plus tôt. Donc ça pose encore certaines questions d'éthique sur le fait que bon, si l'IA fait des erreurs, comment on fait? Donc, c'est des outils qui sont très puissants, les IA agentiques, donc les modes agents des IA, mais qui doivent encore, plus que les autres types d'IA, être encore plus régulés.
Monsieur, s'il vous plaît, mettez l'accent sur le fait que l'IA peut se tromper et générer ses propres réponses, toujours exiger des sources. Oui, déjà, c'est pour l'exigence des sources, on l'avait vu lors du cours précédent. Et dans notre présentation ici, on a parlé aussi de tous de tous ces effets-là, ce qui explique pourquoi on doit toujours avoir un œil sur ce que l'IA nous donne. Donc tout ce qui est biais et éthique. Donc tous ces points-là, on les avait vus. Sérieusement, oui, oui. Si vous faites vos recherches sur Internet, vous allez le voir. Si on prend ChatGPT, Stripe, ouais, ici ChatGPT Stripe Integration, on va chercher dans les news, actualité. Voilà. PayPal et OpenAI, OpenAI, l'entreprise qui gère ChatGPT, le paiement direct arrive dans ChatGPT. Paiement ChatGPT devient l'outil d'achat grâce à Stripe. ChatGPT s'associe à PayPal pour le paiement en direct depuis l'interface. Donc ici, ils vont encore, heureusement, je dirais même, laisser l'utilisateur valider ou non un paiement, mais le but ici pour eux, c'est qu'à la fin de cette période-là, ils puissent directement valider les achats automatiquement. Et ça pose encore beaucoup de problèmes. Et ça risque de ne pas passer. Bon, eux, ils sont soumis aux lois américaines, mais ces lois américaines-là risquent de ne pas laisser passer ça. Parce que les gens sont encore très réticents sur le fait de laisser l'IA tout faire. Ça peut être dangereux, oui, ça peut être très dangereux. Malheureusement, c'est pas trop dangereux. Si, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que toutes ces évolutions-là, ils y pensent, les grosses compagnies d'IA, ils pensent depuis le début, mais à cause des lois qui sont en train d'être mises en place, c'est de plus en plus compliqué pour eux, et c'est tant mieux comme ça. Mettre une mesure pour laisser l'utilisateur la main. Oui, ils pourront toujours le faire. Pour l'instant, ils annoncent que ce sera le cas. L'utilisateur peut prendre la main sur un agent IA. L'avantage aussi, c'est que l'utilisateur peut prendre la main à n'importe quel moment pour stopper ce que l'IA fait et continuer lui-même. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'IA qui ne sont pas régulées, surtout si vous utilisez une IA dans un pays qui n'a pas de loi liée à l'IA, il y a encore beaucoup d'IA qui peuvent être utilisées, qui sont un peu plus compliquées d'accès, mais qui peuvent quand même être utilisées pour automatiser pas mal de choses et qui ne vous laissent pas le choix, qui prennent des décisions à votre place, qui font tout à votre place. Donc c'est l'un des gros problèmes de l'IA et des modèles d'IA agentiques. Donc, on revient sur on parlait des prompts plutôt et des modèles d'IA. On va pas plus détailler que ça, le modèle d'IA agentique. Donc, comment on fait un prompt correct? Donc, la règle d'or, c'est de toujours être très explicite dans notre prompt. Donc, on va éviter d'être vague, comme on a dit tout à l'heure sur la question du chat. On ne peut pas juste dire fais un bon texte. Ça manque de contexte, ça manque d'objectif, ça manque de cadre. Donc, on va dire exactement ce qu'on veut. Dans le cas de fais un bon texte, on va dire rédige 5 slogans concis sur un ton humoristique et en français. Là, on lui a donné, on peut encore peaufiner un peu plus, mais on lui a donné vraiment le cadre dans lequel il doit le réaliser. Donc, ça, c'est un bon prompt. Il faut éviter le plus possible d'être vague et être le plus possible explicite. Donc, c'est quoi un bon prompt? Donc, on a vu plutôt, il y a l'objectif, ce que tu veux obtenir. Un exemple, explique ce texte à un enfant de 10 ans. Ça, c'est une question qui revient assez fréquemment sur l'IA, de lui demander d'expliquer comme si on était un enfant d'un certain âge, va permettre de tester une IA pour savoir si réellement ou pas elle comprend effectivement le sujet et elle maîtrise le sujet. C'est une question qui est assez souvent, fréquemment posée dans les tests et les benchmarks liés aux IA. Donc on lui donne un objectif, on lui donne un contexte, donc on veut ce qu'on veut obtenir, ce que l'IA doit savoir. Donc je vais dire que bon, réalise-moi un livre qui parle de moi. Il ne connaît pas toute ma vie. Je dois lui donner un contexte, des éléments nécessaires pour réaliser ce livre-là en question. Le format maintenant. Donc le format, comment on veut qu'il donne notre réponse. Ok, on sait ce qu'on veut obtenir, on sait l'IA sait de quoi elle va parler, mais comment elle veut l'obtenir. Ce livre-là, on va l'obtenir comment? Est-ce on le veut sous forme de fichier Excel? Est-ce qu'on veut en PDF? Est-ce qu'on veut ci? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut qu'il soit en français, en anglais? C'est un format qu'on va lui demander. Les contraintes, on lui dit fais-le dans telle période, de telle période à telle période, fais-le en tant de temps, donne ce ton-là, soit gentil dans la façon de parler, soit professionnel dans le temps que tu vas utiliser. On peut y définir plein de règles différentes. Fais un livre de 16 pages seulement, fais un livre de 200 pages seulement, ne dépasse pas tel nombre de caractères, et ainsi de suite. Et enfin, on a l'itération. Donc on réaffine notre demande. Notre IA on peut lui poser une question, même avec un prompt très correct, il va faire un premier résultat, mais on peut encore peaufiner ce résultat. On ne va pas rester que sur cette première question-là. On va lui reposer une question, on va réitérer notre question, et on va peaufiner notre demande. Maintenant qu'il a les premiers éléments, on regarde ce qu'il a donné, et on redemande encore, bon, ajoute ci ou modifie ça, et ainsi de suite. Donc là, à ce moment-là, on a
notre prompt quasiment parfait. Donc on a un objectif qui est défini, on a un contexte qui est défini, on a un format qui est défini, on a des contraintes aussi qui sont mises en place et on itère plusieurs fois sur la même question. Donc voilà concrètement comment faire un bon prompt. Bon, malheureusement, on a déjà débordé sur le temps. On va s'arrêter là aujourd'hui. On en reparlera sans doute peut-être au début du prochain cours. Même si bon, le prochain cours sera sur NetAcad. Donc je vous invite, vous avez normalement tous reçu le lien, ou du moins les informations liées à ça. Allez vous inscrire sur NetAcad et réaliser les cours de NetAcad. Vous pouvez, je sais que certains l'ont déjà même fini, ces cours de NetAcad là, mais n'hésitez pas à les faire. N'attendez pas forcément qu'on voit certains sujets en cours. Il y a une diapo qui reste, mais on ne va pas. Si je commence à détailler là-dessus, on va ajouter 1 heure là-dessus. C'est un sujet aussi très intéressant, mais qui demande de l'explication pour être mieux compris. Donc, je vous le donne là ici, c'est les deep research et les réflexions avancées. Donc, ça, on pourra en parler. La diapo est assez courte, mais le fait d'argumenter là-dessus, ça va être très intéressant. Donc, je n'ai pas encore le lien. D'accord, je dirai à Monsieur Pascal du coup de vous renvoyer le lien. Il vous enverra le lien avec tout ce qui est lié à NetAcad. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Vous le recevrez par mail. La NetAcad, c'est la plateforme de formation de Cisco qui va compléter le reste de cette formation-là. C'est-à-dire qu'on aura toujours nos formations, mais elle sera assistée par le système, par les formations, les cours de NetAcad. C'est possible de demander à une IA de formuler un prompt afin de l'envoyer dans une IA pour nos besoins. On peut très bien demander à une IA de formuler un prompt pour une autre IA ou pour elle-même. Donc ça fonctionne. On peut penser que c'est contre-productif, mais elle peut très bien le faire. Vous avez un moyen pour l'entraînement sur les prompts. Alors, tout ce que je vous conseillerais, c'est de regarder, même sur YouTube, du prompt engineering. Donc, je vais l'écrire ici. Prompt engineering. Il y a énormément de vidéos, d'articles sur le sujet qui en parleront encore beaucoup mieux que moi, parce que ça nous prendrait tout le temps de détailler ça ici. Donc, pensez déjà à tout ce que... Les liens de NetAcad sont donc l'assertif. Ah, d'accord. Donc, ceux qui sont inscrits sur l'assertif, allez sur la plateforme et vous allez avoir tous les liens là-bas. Ceux qui ne sont pas encore, inscrivez-vous sur l'assertif. Les liens ont été envoyés un peu partout, ils sont disponibles un peu partout pour s'inscrire aux formations voulues sur l'assertif. Donc, cherchez pour tout ce qui est entraînement sur les prompts. Regardez les vidéos sur le prompt engineering, c'est très détaillé et il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'entraîner à poser différentes questions et voir comment on réagit sans IA. Donc là, on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Merci à tous. Non, les liens sont les mêmes pour les cours sur NetAcad. Ils vont être, s'ils sont mis à jour, c'est directement sur Classertif, donc il n'y a pas de souci. Inscrivez-vous sur Classertif. Donc merci à tous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se voit lundi pour notre prochain cours qui sera plus lié à NetAcad. Donc bonne soirée à tous. Bon week-end, effectivement. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de votre côté. Bonsoir, bonsoir. Avant que vous vous déconnectez, ceux qui sont encore là, pour NetAcad, tous les liens sont sur Classertif parce que pour finir le chapitre 1 ou 2, vous devez envoyer vos badges NetAcad. Donc, on a remis tous les liens. Si vous avez une question ou une difficulté particulière, n'hésitez pas à écrire sur le numéro de l'association. On va vous orienter. Allez, passez un bon week-end et lundi, vous allez continuer avec Fernand pour le même cours. Romain, si tu as raté le cours, il y aura l'enregistrement qui sera envoyé. Donc tous les cours sont toujours enregistrés. Donc, Oui, l'enregistrement sera disponible dans 15 à 20 minutes. Donc, on va vous le partager par email et dans les groupes. Et sur la page Facebook, n'hésitez pas, hein. Et sur la chaîne YouTube, hein, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos.